Bonjour. Reprenons notre entretien sur l'éducation canine, tout à repenser. Pour une éducation réciproque, deuxième partie. Chasser le naturel, il revient au galop. Revenons pour ne pas l'oublier à ce que l'éthologie nous a appris. L'idée que l'on puisse modifier les comportements de façon sérieuse et pérenne est donc fausse. Ce n'est qu'en apparence que les êtres vivants craignent les punitions ou même recherchent les récompenses. Que l'on s'en réjouisse ou s'en inquiète, les faits sont têtus. La noblesse du vivant n'est pas réductible à de si petits calculs mesquins. Les choses sont ainsi. On n'achète pas les comportements. Pour autant, souscrirons-nous aveuglément aux animaux mécaniques des éthologistes et autres sociobiologistes? Il n'en est pas question. Au contraire, nous n'aurons garde d'oublier les travaux récents qui tous concourent à l'idée d'une personnalité propre à chaque être vivant, personnalité douée de conscience et donc de sentiments, mais aussi d'intention et d'une réelle capacité de décision. Nous ne suivrons pas aveuglément les éthologistes dans leurs conclusions, mais nous accorderons à leurs observations toute la place qu'elles méritent, car ce sont ces observations qui précisément vont nous permettre d'approcher la définition des nutriments souhaitables propres à chaque espèce, à chaque race d'une espèce, à chaque individu d'une race. Les animaux ne peuvent réellement apprendre que ce qu'ils savent déjà. Et finalement, que nous enseignent les observations des éthologistes? Que les comportements, à l'opposé d'être modifiables à la demande, sont pour une part significative innés, comme est inné leur potentiel de développement. Mieux, ce potentiel se trouve encadré par des bornes héritées, presque impossibles à transgresser, ce que nous observons par exemple dans le phénomène de l'empreinte, et dans une moindre mesure celui de la socialisation. Plus simplement, il ne serait pas inexact de dire que non seulement les animaux ne peuvent tout apprendre, mais que d'une certaine façon, ils ne peuvent réellement apprendre que ce qu'ils savent déjà. Dit autrement, les êtres vivants naissent avec un répertoire comportemental potentiel, au-delà duquel il serait vain de prétendre les entraîner. Mais pour qu'un comportement se manifeste, il ne suffit pas qu'il s'inscrive dans ce répertoire comportemental. Il faut encore qu'à l'intérieur de ce répertoire, l'individu manifeste une certaine appétence pour ce comportement. Par exemple, le sinistre Skinner obtenait des comportements tout à fait étonnants et à la limite de l'improbable de la part des pigeons qu'il enfermait dans ses boîtes. Mais il n'obtenait rien ou presque des corbeaux. Et Skinner d'en conclure avec sa prétention habituelle que si les corbeaux refusaient de jouer avec lui, c'est parce qu'ils étaient trop stupides. Pauvre Skinner. L'observation du comportement de ces animaux dans la nature évoquera ce que l'on voudra, mais certainement pas la stupidité. En réalité, ce n'étaient pas les corbeaux qui étaient stupides, mais les jeux proposés par le comportementaliste. Stupides au point que les corbeaux refusaient de s'y abaisser, laissant aux pigeons domestiques ces amusements méprisables, dont la seule justification se trouve être en fait une invraisemblable gourmandise. Les répertoires comportementaux ne se distinguent pas seulement selon les espèces. Les races ne sont plus très à la mode aujourd'hui, mais il n'empêche, elles existent, avec des caractéristiques physiques repérables, certes, mais aussi des répertoires comportementaux spécifiques. Et à l'intérieur de ces races, les répertoires comportementaux peuvent être spécifiques, au moins pour certains, aux individus. Revenons à l'espèce canine, et par exemple à cette maxime. Bon chien chasse de race. Tous les connaisseurs vous diront qu'en effet, un bon chien de chasse n'a presque rien à apprendre. Il semble savoir chasser presque de naissance, et le rôle du dresseur se limite à quelques réglages subalternes et à l'établissement d'un code de communication avec le conducteur-chasseur. A l'inverse, il sera le plus souvent tout à fait improductif de vouloir utiliser un champion de chasse pour autre chose que la chasse, par exemple la conduite de troupeau, ou même la garde d'un domicile. De même, rares sont les chiens de garde ou de défense capables de faire réellement de bons chiens de chasse. Ce que l'éthologie nous apprend, c'est donc à repérer, puis à respecter les capacités comportementales des individus. Lorsque l'on propose à un individu une activité qui correspond à son répertoire comportemental, non seulement cet individu y fait preuve des meilleures performances, mais surtout, on constate qu'il y prend un extrême plaisir,
ce qu'il prouve en s'y adonnant avec passion. Avoir repéré ce potentiel et lui donner l'occasion de se développer, c'est précisément avoir proposé à l'animal les bons nutriments. Les erreurs que l'éthologie devrait nous éviter. Faut-il le répéter jusqu'à plus soif? Non, ni le chien ni le loup ne sont des animaux de meute. Pour ce qui est des loups, même s'ils sont effectivement capables de s'organiser en meute de manière ponctuelle et occasionnelle, là n'est pas, mais pas du tout, leur mode habituel de vivre. Les loups ne vivent pas en meute, mais en famille. Quant aux chiens, ce sont d'abord des individualistes. Et quand pour diverses raisons ils se voient imposer un mode d'existence de type meute, cas des chiens de chasse à courre ou encore des animaux des élevages industriels, on observe de manière systématique un raccourcissement impressionnant de l'espérance de vie, ce qui n'a rien de surprenant si l'on considère les effets gravement délétères d'un niveau élevé de stress lié à une situation sociale à laquelle leur nature profonde ne les prépare pas du tout. Pas de meute, les concepts de hiérarchie ou de dominance retournent au vestiaire des idées mal à propos. Il faut en effet le répéter. Un ordre hiérarchique chez des loups a certes été observé par l'éthologiste Konrad Lorenz, mais il s'agissait de loups captifs, emprisonnés dans un espace étroit. Et les conclusions que l'on peut retenir de l'observation d'animaux malheureux retenus dans ces conditions ne valent pas grand-chose. Le chien en situation normale ne ressent aucune nécessité de confondre sa famille humaine avec quelque meute que ce soit, au sein de laquelle, laissé libre de son choix, il ne se retrouverait jamais. Il n'est à la recherche ni de dominance ni de soumission. Et s'il est en effet suffisamment politique pour faire semblant de jouer avec nous à une comédie hiérarchique, il s'agit bien de sa part d'une comédie. La dominance chez le chien est un jeu complexe, lié aux circonstances et non aux individus. Autre remarque d'importance, les louveteaux vivent plus ou moins longtemps au sein du cocon familial, au moins jusqu'à leur 2e année. Ils ne quittent pas leur famille au fond parce que le monde hors famille leur fait peur. Mais quand ils finissent de grandir, l'envie du grand large l'emporte sur la peur de l'inconnu, et les jeunes adultes s'en vont vivre leur vie, et personne ne cherche à les retenir. Les chiens sont des animaux néoténiques, c'est-à-dire que par rapport aux loups, ils ne deviennent jamais tout à fait ni complètement des adultes. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous, la plupart des chiens ne passent jamais le cap de l'indépendance et ne souhaitent donc jamais quitter le cocon sécuritaire de nos familles. Cependant, des exceptions peuvent se produire, et certains chiens deviennent plus adultes que d'autres. Pour ces chiens, le vagabondage, ce que nous appelons l'errance, montrant ainsi combien le concept même nous fait trembler, n'a rien d'anormal, et c'est même exactement le contraire. Et le fait que certains pays, par exemple la France, interdisent à ces chiens de vivre la vie qu'ils souhaitent interpelle. La question pourrait être posée autrement. Quelle réelle liberté reste-t-il aux humains quand celle de leurs meilleurs compagnons se trouve définitivement confisquée? Qu'en est-il de la sincérité d'une relation qui ne peut se passer de chaînes, de colliers et de clôtures? Bien entendu, pas d'angélisme. Nul ne prétend qu'une certaine population de chiens libres irait sans rencontrer certaines difficultés. Mais interdire les problèmes, est-il la bonne façon de les résoudre? Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite de cet entretien.